Dans un monde où tout le monde peut tout dire, tout montrer et où on ne fait plus confiance à personne, j'ai décidé de créer un espace pour donner la parole à ceux qui ont vraiment marqué notre monde. Né dans une tribu nomade du désert syrien et après un parcours rempli de difficultés, il arrive en France avec rien et bâtit quelques années plus tard un empire au nom de son nom de famille, Altrad. Empire, c'est un espace où j'aurai à mes côtés les personnalités les plus importantes et les plus influentes du monde pour qu'on puisse parler ensemble de business. Vous donner de la vraie valeur sur le monde qui vous entoure par des personnes qui l'ont vraiment vécu. Je m'appelle Hakim Bonotman et aujourd'hui je reçois Moed Altrad. Monsieur Alfred, c'est une force tranquille. Mais pourquoi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le dépassement de soi. Mais c'est un livre de management, hein, oui. Mais l'expression dépassement de soi, il y a 2 mots, dépassement et soi. Le dépassement, on peut tous dépasser, oui. Par exemple, vous faites du sport, je sais pas, saut d'obstacle, vous pouvez sauter, à cette hauteur, quoi, et après vous continuez à sauter. Mais est-ce que vous pouvez pas sauter un centimètre de plus? Mais oui, vous pouvez. Vous comprenez pourquoi? Parce que vous allez vous entraîner, vous allez vous muscler, vous allez, travailler votre cardio et cetera et vous allez y arriver. Mais de toute façon, on compare toujours, nous, le business, on va dire, à un sportif. En fait, ce que comprennent pas beaucoup de personnes, c'est que on vit des échecs et c'est à force de s'entraîner qu'on réussit. Et je dis souvent, l'argent, il y en a. C'est les compétences qu'il y a moins. Souvent, les gens pensent le contraire. Oui, oui, mais c'est clair. Mais si vous voulez, l'échec, fait partie de la réussite. Il y a pas de réussite sans échec. Après, il faut pas que ça c'est un échec retentissant et là, c'est fini. Il faut qu'il y ait des échecs, si vous voulez. C'est-à-dire, parfois, il faut pas les appeler échecs parce que l'échec, il faut l'accepter et si vous acceptez l'échec, ça veut dire que vous n'êtes pas rationnel parce que l'échec est là, comprenez? Et donc, il y en a qui partent en dépression parce qu'ils ont échoué. Mais non, il faut pas échouer, il faut recommencer. Ça veut dire on n'était pas prêt, tout simplement et donc, on peut le qualifier par un faux pas. On a fait un faux pas, mais c'est pas parce que tu as fait un faux pas que tu peux pas te remettre debout de nouveau, quoi. Mais est-ce que vous vraiment vous vous connaissez? Les gens, ils disent: «Oui, j'entends. Oui, moi je me connais, je ferai pas telle chose». Oui, je l'entends souvent, mais ils disent des conneries parce que et ces mêmes personnes et ils disent: «Je ferai jamais ça», mais ils le font. Vous comprenez? Donc c'est ce truc-là. Donc il faut se connaître, il faut se connaître. Mais comment se connaître? Heu, mais mais je veux pas que, ça prend du temps ce que je suis en train de vous Je comprends. expliquer. Vous pensez qui a de la chance? Un parcours comme le vôtre, où vous êtes parti de rien, donc qui est rempli de souffrances, d'épreuves et qui arrive à l'ultime réussite, ou la personne, qui démarre avec beaucoup d'argent, par exemple, qui a hérité ou autre? Parce que moi j'ai toujours dit, à contrario à ce que les gens pensent, que ceux qui démarrent de rien ont beaucoup de chance, parce qu'ils ont cette chance de vivre la quête, la période de quête, la période d'espérance, la période de doute et c'est ça qui rend l'histoire plus belle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que est-ce que c'est ce qui vous fait apprécier la réussite? L'homme a eu des progrès. L'homme, lorsqu'il veut quelque chose, il le fait et de tout temps. Il voulait, à l'époque, c'était juste impossible. Il a volé. Il voulait, aller à la lune, il est allé à la lune. Il voulait faire tout ce que il le fait et parfois il met du temps, hein, pour le faire, mais il finit par le faire et on arrive au côté mental de mindset, si vous voulez. Est-ce que je veux réussir ou pas? Est-ce que j'accepte mon destin ou pas? Hein? Et là, je reviens à votre question.
Est-ce que si au départ on a des difficultés, est-ce que c'est un atout, un avantage ou un inconvénient? Le c'est quoi c'est quoi les difficultés finalement? C'est de l'expérience en quelque sorte. Exactement. C'est de l'expérience. Heu, Si vous cherchez à vaincre la difficulté, c'est une expérience, OK? Moi, dans mon cas, si vous voulez, si j'ai pas suivi, lorsque j'étais adolescent, ce cheminement de dire: «Je n'accepte pas mon destin», parce que mon destin, de toute façon, c'était écrit, être berger, c'est tout, ça s'arrête là, quoi, oui. Je l'ai pas accepté, mais c'est pas le fruit d'une réflexion, si vous voulez, c'est une démarche que je voulais avoir. Elle était risquée. Parce que vous trahissez, la tradition bédouine qui dit: de toute façon, tout le monde l'a fait depuis toujours et ça existe encore. Tu nais dans la tribu, tu vas, faire berger parce qu'on a besoin de toi» et là, vous dites: «Non, je veux pas». Voilà ce qui se passe. Oui, vous avez plus d'expérience. Est-ce que la génération actuelle qui aurait peut-être moins de challenges, hein, que j'ai eu, elle peut faire la même chose que moi? Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas, probablement oui, mais ce que je sais que si vous regardez le point de départ me concernant, le point d'arrivée, bah, c'est exceptionnel si vous voulez. C'est reconnu, comme ça mondialement quoi, donc vous rentrez dans l'histoire de l'humanité. Et vous pensez, vous qui avez démarré en France, aujourd'hui le groupe il est à l'international. Est-ce que vous avez eu des difficultés à entreprendre en France, par exemple? Vous qui vous appelez Moad Altrad, est-ce que ça vous a desservi ou pas? Comment vous le sentez aujourd'hui avec du recul? Bah, d'abord j'ai tout connu, hein, dans le sens où je suis arrivé, sans connaître un mot de français, parce que la Syrie n'a pas d'histoire avec la France, quoi, hein, après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle a envoyé 1000 gendarmes pour essayer de mettre un peu d'ordre, créer un semblant de système administratif, un endroit où, voilà, de déclarer une naissance et cetera. Oui, donc on arrive ici, je suis arrivé ici et beh, il y a eu le racisme, la xénophobie, le rejet, beaucoup de choses quoi, voilà. Mais c'est pas forcément la faute des Français, c'est probablement ma faute parce que je suis arrivé un djellaba et avec des tongs, et puis naturellement ça attire l'attention, ça surprend et c'est considéré comme une provocation, enfin et cetera. Donc il y a un match qui se fait pas quoi et donc ça crée ce genre de choses. Mais c'était quand même une expérience si vous voulez et l'autre difficulté, c'est que vous parlez pas français. Mais comment vous communiquez avec les gens? Mais c'est difficile, vous comprenez? Mais dans le même temps, vous arrivez, il faut que vous allez à la fac, parce que, dans mon cas, j'avais une bourse et il faut étudier, sinon la bourse est coupée, quoi. Vous sortez des challenges, dans le désert, vous rentrez dans d'autres challenges, certes différents, mais c'est quand même des difficultés qu'il faut régler. Et donc quand vous avez créé votre entreprise, si je prends mon cas, moi, par exemple, j'ai développé à 19 ans dans une petite ville qui était la Touraine, du shawarma, donc du kebab. Et donc j'ai ouvert un peu plus de 100 restaurants et j'ai eu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, notamment des contrôles fiscaux à répétition et cetera. J'ai vécu beaucoup de difficultés et avec le recul, avec le temps, je me suis dit: «L'humain a le droit de généraliser». Ils ont le droit de généraliser et je me suis mis alors moi, j'ai issu de la communauté maghrébine, d'accord? En vendant dans la place principale de la ville, la viande halal, d'accord? Et peut-être que la problématique, c'était l'accumulation d'un business communautaire, moi-même faisant partie d'une autre communauté, halal et c'est peut-être ça qui m'a desservi. Si j'avais vendu, par exemple, des macarons, ça aurait été mieux vu et donc j'avais des contrôles à répétition et c'est ce qui m'a forcé, moi, à vendre justement pour, Oui, vous attirez l'attention. en attiration. Est-ce que vous avez vécu ça ou dans les échafaudages, on va dire, parce que vous avez démarré avec ça, c'était plus simple ou mieux vu?
C'était au départ, si vous voulez, que j'ai connu ça et après au départ, parce que moi je suis informaticien, hein, j'étais, heu, un des créateurs des premiers ordinateurs portables, qui n'étaient pas vraiment portables à l'époque et après j'ai j'ai travaillé dans 2 sociétés françaises au départ en tant que salarié informaticien. Après je suis parti, à Abu Dhabi qui était un gros village à l'époque pour, travailler toujours dans l'informatique, mais au service du pétrole, voilà et ensuite je suis revenu ici et j'ai créé justement le 1er ordinateur portable, mais et ça avait un succès très important. Vous savez, un ordinateur qui était des armoires avec des disques, comme ça et cetera et des cartes, de ce style. Heu Eh bien, ça fonctionnait, ça a connu une croissance incroyable, hein. C'est la période, du Minitel, vous étiez pas né, où le Minitel, en fait, c'est rien d'autre que c'est le fax d'autrefois. Vous transmettez quelque chose vous scannez le truc et puis c'est le Minitel, ça vous permet de faire la même chose, mais c'est transmis. C'est transmis, sur en ligne et avec la fiabilité de la transmission, parce qu'il y avait 2 types de signaux, digital et analogique, c'est-à-dire électrique et c'est ça. Donc j'ai vendu cette entreprise. J'en ai récolté un peu parce que j'avais pas assez d'argent pour, faire face aux besoins de fonds de roulement et un jour, j'étais en vacances dans un village entre Montpellier et Béziers un petit village et il y a un voisin qui me dit: «Est-ce que tu veux prendre une boîte d'échafaudage en faillite?» Et c'était la première fois où j'entends le mot échafaudage. Il m'explique ce que c'est l'échafaudage et je suis allé voir la boîte. Il me dit: «Tu comprends pas, mais viens, on va voir». Bah, ça m'a fasciné parce que le produit est banal. C'est quoi un échafaudage? C'est un tube que vous ne fabriquez pas, vous l'achetez, déjà. Coupé à la bonne dimension, bon diamètre, bon épaisseur du tube. Vous faites des opérations simples sur ça et puis vous l'envoyez chez le client et il fait des bâtiments comme ça. C'est ça un échafaudage. Mais ça m'a fasciné, ce produit banal. C'est, facile à vendre parce que tout le monde a besoin d'échafaudage. Vous faites rien sans échafaudage. Et si vous voulez faire la peinture du plafond et il faut un échafaudage qu'on appelle un échafaudage d'intérieur et c'est un truc qui roule. Enfin, vous peignez ça et puis après vous déplacez votre échafaudage et vous terminez le boulot comme ça. Je me présente devant le tribunal de commerce de Bizet, parce que c'est déposer le bilan et je leur fais un plan qui consiste à dire: «J'achète pas l'entreprise, mais j'achète des actifs de l'entreprise, l'outil de production essentiellement». Vous créez une boîte et puis, elle achète et on était en 1985, et il y avait pas de repreneur parce que c'était vraiment une période de crise, lamentable où, vous savez, le bâtiment, la construction, c'est cyclique, hein et le tribunal, il y avait le président du tribunal, un juge, un greffier et un personnage, qui est là-bas. Par la suite, j'ai appris que c'était le procureur de la République parce qu'il doit être Mmh. Exactement. heu et puis, je rentre et j'explique mon truc. Mais j'ai tout de suite compris que ça sera pas et ça va être négatif, vous comprenez? Alors, il m'écoute à la fin, il me dit: «Monsieur Altrad, merci pour cette présentation. Le tribunal va se retirer et elle va prendre sa décision, restez par là». Je leur ai dit: «Non, attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Donc, je vais vous dire, parler franc, direct, cash. OK, voilà, vous vous dites: "Voilà un informaticien". Heu,
qui est arabe, qui est fauché, qui n'a pas beaucoup d'argent et qui ne connaît rien à l'échafaudage et qui veut acheter une boîte en faillite où les actifs donc naturellement, c'est un cocktail explosif. Heu, mais on fait un deal tous les 2, d'accord? Le deal, c'est quoi? C'est que là, la boîte est en faillite. S Il n'y a pas de repreneur. Si vous acceptez mon plan, d'accord? Il y avait 600 salariés dans l'entreprise. Moi, je prends 400. Donc je vous sauve 400 emplois. Ils me disent: «Mais oui, mais vous n'avez pas d'argent». Mais je leur ai dit: «Mais j'ai pas dit que j'ai 0 francs». À l'époque, c'était pas la monnaie euro n'existait pas. J'ai, 600 000 francs. Je vous laisse diviser par, ça fait à peu près 100 000 €. Heu, j'ai Avant d'arriver, j'avais, par hasard le relevé de mon compte bancaire. Je leur ai dit: «Voilà, j'ai ça». Le deal est le suivant: si, vous ne me donnez pas enfin, si vous m'accordez pas, vous n'acceptez pas mon plan, vous allez licencier, les 600. Dans mon cas, vous en licenciez 200, d'accord? Je dis: «Oui, c'est pas bête et alors?» Heu, je leur ai dit: «Moi, je sais que vous croyez pas un mot de ce que je vous dis parce que je vais me casser la gueule. Prenons ce cas de figure, j'ai de quoi payer les salaires pendant 2 mois et si c'est le cas, je reviens déposer le bilan». Vous voyez? Comme mon prédécesseur. Mais j'aurais fait travailler Bien sûr, 2 mois de plus, 2 en mois de mois. plus, 400 personnes Exactement. et vous savez, voilà. La différence entre, la situation actuelle, puisque le bilan a été déposé par le propriétaire de l'époque et la situation, d'après. Dans un cas, vous allez vendre les actifs, brader les actifs, OK? Mais dans 2 mois, vous pouvez encore le faire si ça marche Bien pas sûr, votre bien truc. sûr. C'est ça, vous voyez, je sais pas si j'étais clair dans Si, si, mes, si, 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 si. mais Ça permet d'avoir une tentative pour sauver l'entreprise oui. et ça fait rien perdre au tribunal parce qu'ils peuvent, au pire, refaire déposer le bilan à l'entreprise, Mais quelques là, mois si vous après. voulez, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est intéressant et ça, le moment où je leur ai dit, ça y est, le visage, s'est éclairé des juges et puis, ils ont dit: «On va se retirer de nouveau». Ils sont retirés, ils sont revenus très vite. Il a raison, il a raison. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est un problème mental, si vous voulez. Vous croyez en votre truc ou pas? Le mindset, comme on l'appelle, c'est très important. Si vous n'osez pas, je dis très souvent, le plus difficile, c'est pas de créer une entreprise, mais c'est d'oser créer une entreprise. C'est l'étape d'avant, vous comprenez? Et c'est ce genre de réflexe. J'ai écrit, si vous voulez, sur beaucoup de littérature. Je peux vous laisser quelques livres sur sur des notions telles que le dépassement de soi, l'optimisme dans l'entreprise. Bien sûr, mais ce que vous avez vécu, c'est-à-dire la reprise de cette entreprise, c'est intéressant. Vous savez pourquoi c'est un sujet très intéressant actuellement? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent reprendre des entreprises de personnes qui ne trouvent pas preneur. Moi, c'est un sujet que je connais bien parce qu'il y a 1 an, j'ai failli reprendre Courte Paille, toute la chaîne Courte Paille à la barre du tribunal et j'avais rencontré donc le comité des salariés et après il y avait un sujet aujourd'hui par exemple, ce qui fonctionne en France, c'est le halal et en fait compte, on avait beaucoup de discussions avec les équipes du personnel parce qu'ils voulaient garder les andouillettes et cetera. Je dis: «Moi, ça me dérange pas, mais le problème, on va pas attirer la clientèle que l'on veut. Est-ce qu'aujourd'hui, vous préférez qu'on garde, l'andouillette et qu'on mette, 1 500 personnes au chômage ou alors qu'on réponde à un besoin?» parce que le business, c'est répondre à un besoin, à une clientèle et donc j'allais reprendre les 200 restaurants, et éviter que 2 000 personnes se mettent au chômage en apportant, 10 000 000 d'argent frais dans l'entreprise
parce qu'il fallait faire tourner les loyers, il fallait que les loyers tiennent, les salaires, et cetera, durant au moins la juge voulait que ça tienne au moins durant une année, d'accord? Et il y a plein d'entreprises comme ça en France qui font 200-300 millions de chiffre d'affaires, qui perdent 10-15 millions par an et qui doivent être digitalisées, qui doivent être modernisées, rajeunies et répondre aux besoins actuels. Donc c'est des sujets qu'on connaît bien et justement, nous, on a fait un mastermind là-dessus où on aide cette, transmission d'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de sujets comme ça aujourd'hui. Moi j'ai l'expérience. Je vois des gens, ils vous expliquent, ardemment que c'est qu'il faut, pour faire passer un message. Mais vous sentez qu'il croit à moitié, quoi, à ce qu'il dit, malgré les mots qui sont prononcés, quoi. Et ça se transmet ça. Ça se transmet quasiment immédiatement et donc du coup, ça commence à être, mouvant comme, base de travail, quoi. Moi, je pense qu'entreprendre déjà, c'est croire en son projet, mais c'est croire aussi au destin. Parce que quand on entreprend, on reprend une entreprise, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Donc quelque part, c'est, faire confiance en permanence au destin et c'est, la force de croire, c'est comme une religion. On croit à quelque chose en réalité qu'on ne voit pas. Entreprendre, c'est un peu pareil. On croit en une éventualité de réussite qui peut être là ou pas. Ça peut aussi se traduire en échec. Mais moi, en tout cas, la spiritualité, dans mon parcours entrepreneurial m'a beaucoup aidé. Parce que je crois toujours, à demain mieux qu'aujourd'hui. Et quand tu es en phase d'échec, face à des épreuves, il faut toujours, croire à la sortie du tunnel en réalité. Et je pense que ça aide en permanence, Ouais, mais absolument. la spiritualité. Est-ce que vous avez toujours cru en votre destin, de toute façon? Oui, dans mon cas, si oui, il y avait pas le choix, quoi. C'est ça ou c'est fini, quoi. Donc oui, mais ça peut vous fait dire, c'est vraiment, critique tout le discours, quoi et ça pouvait s'arrêter, à un tas d'endroits, quoi. Est est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui sur votre parcours que vous regrettez, que vous aurez voulu faire différemment? Non, je crois pas. J'aurais pu faire mieux, quoi, mais différemment, non. Après, il y a eu, ce que je disais, des faux pas, quoi. Je suis sorti de mon domaine d'activité pour, je sais pas, faire des choses qui n'étaient pas synergiques, mais très vite, j'ai compris, je suis revenu, ça a coûté de l'argent, mais ça a pas mis un péril, la chose. Et en fait, compte, au début, donc quand vous avez repris la 1re société, vous avez développé en croissance organique, vous avez été chercher des clients petit à petit et après vous êtes rentré dans l'étape croissance externe, c'est ça surtout? Rachat d'entreprise, consolidation du marché? La philosophie de l'entreprise, si vous voulez, c'est 2 choses. Il faut augmenter le portefeuille de produits et j'allais dire le portefeuille de géographie, quoi. Dès la première année, l'entreprise a fait un petit résultat, ce qui a surpris, beaucoup de monde et après tout de suite, on a créé une filiale en Italie, en Espagne, des boîtes de distribution. La fabrication est faite ici en France et après, là, on est dans 100 pays et on a 500 filiales, quoi, dans le monde, quoi. Mmh et ça a été du rachat d'entreprise ou un peu des 2? Les 2, Les 2, hein? alors ça, c'est important. Vous ne pouvez pas, faire que, de la croissance externe. Parce que vous allez acheter des morceaux pas homogènes et à un certain moment, il faut les souder et en groupe, il faut qu'ils soient soudés. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des synergies entre les boîtes et fondre du business entre eux et ça, c'est important et après, c'est vrai qu'on a fait, je sais pas, 200, M&A, comme on appelle ça, acquisition, quoi, oui. Mmh et vous avez déjà fait rentrer à vos côtés des fonds d'investissement? Vous avez toujours Mais il voulu y être a l'État français qui était actionnaire chez Altra de 2011 à 2022. Oui, voilà. actionnaire pour amener vraiment un levier de croissance permanent à l'entreprise? Ben, ils ont injecté, enfin, l'État français plus, BNP plus, je sais plus, Crédit Mutuel, 150 millions d'euros et en 2011, ils sont sortis avec 650 millions en 2022. Ouais, donc ils ont fait une belle plus-value, très belle plus-value. Ouais, c'est la plus belle plus-value, toute proportion gardée, quoi, en termes Ouais, de bien sûr. retour sur investissement. Ouais, mais vous avez toujours tenu à garder le contrôle de l'entreprise? Oui. Mmh. Oui, et surtout l'indépendance vis-à-vis des banques.
Altrad aujourd'hui, il est noté, si vous voulez, comme on note les pays, quoi. Altrad est noté et on a la meilleure note qui puisse exister pour des entreprises de notre taille, quoi, je sais. Et pourquoi vous avez voulu, monsieur Altrad, garder en permanence le siège à Montpellier? Parce que j'ai tout fait, j'ai fait 5 enfants à Montpellier Donc c'est aussi et familial. j tout le groupe Altrad est fait à Montpellier. Ouais. C'est une forme de fidélité. Vous avez compris, je suis un peu marginal, si vous me comparez à d'autres chefs d'entreprise marginal, j'ai un raisonnement différent, c'est tout. C'est pas forcément meilleur ni moins bien, mais différent quoi, qui donne un certain résultat. Donc j'ai pas de, je compte sur ma population à moi, les gens Altra. Mais aller faire de lobbying, faire des réunions, des soirées, des choses comme ça, c'est vraiment j'ai pas le goût à ça, quoi. J'ai fait beaucoup d'écriture, j'ai publié récemment un roman qui est le 4e. Je m'intéresse beaucoup, aux romans et d'ailleurs ce roman il est dans la liste Goncourt des livres, coup de cœur. Ah, c'est pas mal. Moi, je vais le lire alors, je dirais. Et puis il est aussi, dans la sélection de prix Renaudot. Donc c'est Renaudot-Goncourt, c'est presque la même chose, on aura le résultat au mois de novembre. Ça, c'est un moyen si vous voulez parce que l'écriture, c'est vraiment une nourriture si vous voulez pour moi. J'en ai besoin pour m'évader, de créer et cetera, quoi. Je fais beaucoup de philosophie aussi, voilà, ça m'intéresse. Aujour Vous vous considérez plus, il y a 2 choses, moi c'est ma façon de voir les choses. Vous considérez comme quelqu'un de riche ou comme un pauvre qui gagne de l'argent? Pour moi, c'est différent. L'argent, n'a jamais été mon moteur. Vous voyez, Altrad est riche. Le groupe Altrad est valorisé, je sais pas, 6 milliards quoi, hein. Mais c'est pas monsieur Altrad qui est riche, si vous voulez. Mais j'ai une maison, juste à côté d'ailleurs. J'ai, 2 voitures, Ouais. mais j'ai pas besoin d'autre chose, vous comprenez? Ouais, c'est ce que Et j'explique en permanence. mmh, mais d'où ça vient ça? Ça vient ça, c'est que mon éducation, vous vivez avec rien, au départ, à la naissance et tous les jours, vous pouvez mourir, heu, de faim, heu et quand je suis arrivé en France, heu je suis venu avec, pas au moment de mon arrivée, mais quelques mois après. J'ai vu ce que je vous ai dit au départ, la xénophobie, le racisme, le rejet, en plus ça a été aggravé à l'égard des Arabes parce que c'était la période des pieds noirs, hein, qui arrivaient par, des millions dans le sud de la France et mon idée, c'est de gagner ma place dans ce pays, de gagner ma place dans ce pays, c'est créer quelque chose qui sort du commun. Pour ce pays, c'est un groupe français. Et vous avez d'autres passions à part le travail? Aujourd'hui, vous travaillez encore beaucoup ou pas? Parce que, bien sûr, vous avez dû Je travaille travailler beaucoup, oui. beaucoup. C'est quoi vo v les gens aiment bien savoir c'est quoi vo une semaine normale? Travailler du lundi au dimanche? Vous vous laissez un jour de repos? Les semaines internes, il y a des choses dans ce que vous dites, le temps. Comment on occupe le temps et après le contenu de ce qu'on va faire, pendant ce temps. La quantité de travail quoi, je me lève à 6 heures et je bosse jusqu'au soir, hein. Et mais j'ai des activités sportives, je fais du tennis, je gère un club de rugby, hein, Ouais, ouais, ça je sais. voilà. Ouais. Je suis sponsor de l'équipe de France, sponsor des All Blacks. Ça donne des responsabilités, donc il faut suivre tous ces signes. Donc vous travaillez du lundi au dimanche en général, tout le temps, vous laissez un peu? Jour et nuit si vous voulez, parce que même, vous voyez, côté vacances, je suis parti, en famille. Mais vous ne pouvez pas décrocher quoi et par jour, vous avez en moyenne une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais, exactement. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas changer. Parce que quel est votre rapport au temps? Je donne un exemple. Moi, par exemple, quand je gérais mon premier groupe,
J'ai toujours eu ce besoin de voyage, de visiter le monde et j'ai travaillé très, très dur pendant 3 mois, 6 heures du matin, minuit, d'accord? Parce que j'en avais que faire des week-ends, hein, j'avais pas besoin de week-end, j'ai pas besoin d'aller à Carrefour ou autre. Je travaillais et après pendant 3 mois, j'allais visiter le monde. Parce que j'ai toujours ce rapport au temps. Pour moi, le temps a toujours coûté beaucoup plus cher que l'argent. Donc, est-ce que vous avez ce rapport au temps? C'est vouloir voyager, visiter le monde ou vous vous dites: «Non, je travaille, je continue à faire exceller l'entreprise»? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que comme disait Tapi, il y a réussir dans la vie, réussir sa vie et réussir sa vie, c'est souvent réaliser nos rêves personnels, nos rêves les plus profonds. Est-ce que vous avez vécu ça? Vous avez fait ça? Ou quel est votre rapport à ce temps qui passe? Bah, d'abord, si vous voulez, vous demandez d'avoir mon rapport à quelque chose qui n'est pas défini, qui s'appelle le temps. C'est la seule chose que l'homme n'a pas réussi à définir. C'est quoi le temps? Comprenez? Le temps, en fait, est-ce que vous avez fait de votre vie, chaque jour, par exemple, ce que vous aviez envie de faire? Ben, mon rapport au temps, si vous voulez, j'ai tout le temps, et je fais des projets à 10 ans, à 20 ans, des choses comme ça. Altrad fait 6 milliards, mais on a des projets d'acquisition, mais de 1 000 000 000. Déjà, vous ajoutez un milliard d'un seul coup, vous comprenez? Ouais. Après, il faut amalgamer tout ça. Mais vous allez me dire: «Oui, mais c'est une fuite en avant, en 40 ans, vous avez fait ça, vous allez le faire, mais ça s'arrête quand?» Mais il faut pas que ça s'arrête justement, Et c'est ça qui et vous donne là, la on revient force. à l'éternité Bien sûr. et à la transmission, quoi. La transmission, encore une fois, je le vois pas forcément à la famille, je le vois pas. Bien sûr. Heu, Mais c'est très fort parce que vous savez, il y a des personnes qui se disent: «Je gagne mon premier million et j'arrête de travailler». Et ce que j'explique à ces gens-là, je dis: «La force des grands patrons, c'est qu'ils atteignent plusieurs milliards, mais qu'ils ont toujours cette ambition du pauvre, comme s'ils avaient rien». Et ça, les gens ne le comprennent pas. C'est ça le plus dur. C'est comment on a 100 millions, 200 millions, 1 milliard et qu'on veut aller toujours de l'avant. Cette soif de réussir permanente, cette ambition permanente et c'est ce qui décrit la plupart des gros entrepreneurs. Qui oublient ce qu'ils ont parce qu'il faut toujours avoir des nouveaux objectifs pour avancer. Sinon on n'avance plus. Encore une fois, votre matière, c'est les gens. Si vous avez l'adhésion des gens et si les hommes, chacun d'entre eux adhère à tous les autres, vous faites ce que vous voulez et vous allez réussir avec peu de moyens, si c'est votre matière. Comment on arrive à faire ça? Et ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et il faut avoir des valeurs. Et moi, j'entends des gens dire: Moi, j'ai des valeurs». Mais je lui dis: «C'est quoi tes valeurs?» Il me dit: «C'est le travail». Mais je suis désolé, le travail n'est pas une valeur. Moi, je ne crois pas que le travail est une valeur. Pourquoi? Parce que vous avez des aborigènes et ils ne travaillent pas, hein. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont pas de valeurs? Mais bien sûr, ils ont des valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? C'est quelque chose à qui me fait, à qui m'est fier. C'est ça une valeur. Alors, votre question, quelle est la différence entre le milliardaire? Ouais, le point commun, selon vous, qu'ont les milliardaires pour réussir, pour toujours, Je ne les connais pas, vous les je connaissez pas, vous c'est pas assure. assez. Les milliardaires, je connais. Je lis comme tout le monde la presse, Bernard Arnault, tous les autres. Vous ne connaissez pas personnellement. Non, Et dernière question, on est dans le pays le plus taxé au monde, d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a une fiscalité confiscatoire? Est-ce que vous dites que c'est bien de reverser à des personnes, parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin, mais il y a des personnes aussi qui profitent de tout ce système? On est dans le pays où sur les salaires, il y a le plus de charges, il y a le plus d'impôts, il y a la flat tax, enfin, tout ce qu'on connaît. Quel est votre regard là-dessus? bah, si vous je crois qu'on peut résumer votre question en disant: «Est-ce que la France est bien gérée?» quoi. Exactement. Ouais. Bah, la réponse c'est non. Moi, si vous voulez bah, je sais pas, c'est la faillite, quoi, et je vois pas comment on va en sortir à court terme. Vous voyez comment la France dans 10 ans? La France dans 10 ans, vous la voyez comment? Mais mais pas en 10 ans. Il faut que quelqu'un règle le problème.
Sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous allez encore augmenter les impôts pour, payer vos dettes, quoi. Et les intérêts, juste les intérêts de la dette, c'est, je sais pas, c'est 200 milliards par an. Et ça vient d'où? Il faut payer au moins les intérêts. Donc c'est ça. Vous avez pas peur qu'ils matraquent encore plus les Mais non, mais entreprises? je suis sollicité, si vous voulez, par un tas de par Macron, regardez, voilà, on se connaît, on a travaillé ensemble parce qu'il m'a confié une mission. C'est pas lui, c'était Hollande et lui était ministre de l'économie et des finances pour régler le problème des quartiers difficiles. Ouais. Travaillé 18 mois et naturellement, je travaille avec Macron et et j'ai fait un plan pour, sortir les gens des quartiers et ça c'est suite à je connaissais pas Macron, je connaissais pas Hollande non plus, enfin j'étais dans mon entreprise. Suite à l'attribution de titre, de meilleur entrepreneur au monde en 2015, Ouais, je me rappelle. bah, il y avait une notoriété, tout de suite, importante et Hollande m'a invité à l'Élysée, il y avait Macron, on a discuté de ça. Non, aujourd'hui, le seul moyen et là, pourquoi je parle de ça? Parce que je suis sollicité par plusieurs ministres, pour, ils me demandent mon avis, comment, il faut s'en sortir. Bah, je leur dis: «Vous vous en sortez pas. La seule chose, il faut que, le président de la République nomme nomme un premier ministre, qui est un technicien. Voilà, Mmh mh. un type qui sait comment il faut restructurer. Bien sûr. Voilà et vous avez un parlement, naturellement, on ne change pas la constitution, mais ce premier ministre, s'il présente son budget chaque fois au parlement, il va être toqué. Ben, il va utiliser en permanence l'article 49.3. Il passe comme ça. Par exemple, les retraites, si c'était moi l'élu et de 1 ministre, qu'est-ce que je ferais? Je garde les retraites, je change pas la date de départ, mais je dis à tous les retraités, je sors un décret qui dit: «Bah, je vais suspendre vos paiements, je ne vous paye pas pendant 2 ans». Mais là, vous allez gagner beaucoup de milliards, vous comprenez? Immédiatement. Ça, c'est un exemple, les C'est bizarre. retraités. Oui, Mais le retraité, après je regarde ceux qui sont dans la merde, ils gèrent. j'arrête, bon. Mais il y en a beaucoup qui sont pas dans la merde, hein, c'est la très grande majorité. Mais là, c'est un effort national. Après, je peux trouver beaucoup de pistes comme ça. Mais je vous assure, le pays est redressé en une année. On voit dans le club d'investisseurs, il y a plein de personnes qui ont peur d'investir en France. On est quand même dans la 6 ou 7e puissance mondiale. Vous savez, il y a des gens qui investissent dans l'immobilier, ils se font squatter les appartements, les squatteurs, ils restent 3 4 ans. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le pays où il y a le plus de vols aux parts de sociétés SCI. Vous savez que c'est pas protégé. Aujourd'hui, vous avez une société, quelqu'un imite votre signature, il Mais vous prend votre il y a beaucoup société. de problèmes. Il y a plus de gouvernance, vous comprenez? Vous avez un premier ministre et il peut rien décider parce qu'il est bloqué. Ouais, donc Il est bloqué. Vous avez un président qui est détesté par les Français, mais il y a personne, pour garder les moutons, ouais. Mais j'étais ravi de merci monsieur Altrad, merci.